Mettez-vous à la place d'un jeune étudiant camerounais qu'on va appeler Owona. Owona a un master en langue, littérature et civilisation germanique obtenu à l'université de Yaoundé 1. À 26 ans, il n'a toujours pas d'emploi. Il a essayé la traductologie et même des ONG allemandes, en vain. Owona a donc décidé de poursuivre ses études jusqu'au doctorat en espérant obtenir une bourse pour aller en Allemagne. Mais en attendant, il vend des habits de seconde main et parfois de la papaye. L'histoire de Owona est semblable à des milliers d'autres Africains. Des jeunes qui font de longues études dans des filières aux débouchés incertains pour finalement terminer au chômage ou dans une activité qui n'a rien à voir avec leur formation universitaire. On va les appeler des formés pour chômer. Et ils sont partout sur le continent. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Selon les enquêtes emploi réalisées entre 2012 et 2016, environ 80% des personnes en activité y ont un emploi qui ne correspond pas à leur formation. Et plus de la moitié ont une formation qui ne leur permet pas d'accéder à un premier emploi. Les résultats que nous avons trouvés, c'est que plus le diplôme augmente, plus le chômage augmente. Et ça, c'est paradoxal, ça va à l'encontre de la théorie du capital humain, et ça nous intrigue tous. Même paradoxe au Cameroun. Lorsqu'on observe notre administration, on se rend compte que la plupart des personnes qui nous administrent exercent dans des ministères qui ne correspondent parfois pas à leur formation académique. On l'observe aussi lors des entretiens de recrutement, où très récemment, par exemple, j'observais un ingénieur qui postulait pour être commercial, ou tout simplement des comptables qui postulent pour être assistant de direction. Cela s'appelle inadéquation compétence-emploi. Et le professeur Clément Quadio nous en explique les causes. Une des causes, c'est la structure de l'économie. La deuxième cause, ça pourrait être le système de formation qui ne fonctionne pas totalement en synergie avec le système productif. Nous y voilà. Commençons donc par le système de formation. Nous avons un modèle de formation calqué sur le modèle français où le contenu théorique de la formation est beaucoup plus élevé que le contenu pratique. Et cela pose un problème qui crée un décalage entre l'éducation-formation et le marché de l'emploi. Le problème qui se pose, c'est que plus de 60 ans après les indépendances, l'environnement a changé, la démographie a changé, la structuration économique a changé, mais l'école est restée dans le même objectif initial qui était censé former les cadres de l'administration et des ouvriers qui allaient travailler dans des usines. Je vous explique. Pour mieux administrer leurs colonies, les puissances comme la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni ont mis en place des systèmes éducatifs pour un besoin bien précis. C'était d'avoir des exécutants et des ouvriers parce que ce sont des personnes qui contrôlaient le système économique en majorité et ils avaient donc besoin que les personnes qui sortent de l'école puissent venir dans leurs usines, dans leurs industries, leur permettre de pouvoir produire davantage de la richesse. Et une fois leurs études terminées, ces personnes étaient insérées directement dans la fonction publique ou affectées dans des usines existantes. À cette époque, ça fonctionnait très bien. Pourquoi? Parce que déjà la population n'était pas très importante et surtout, lorsqu'on sortait de l'école directement, on avait un canevas qui était tracé. Le problème, c'est que depuis, les choses ont changé. Mais le système éducatif, lui, pas vraiment. Dans un pays comme le Cameroun, l'administration a une capacité maximale qui tourne autour de 300 000 personnes. Et lorsqu'on observe les jeunes qui sont dans les universités, qui sont évalués à plus de 500 000 par an, on se rend donc compte que l'État ne peut pas recruter tout le monde. Ça entraîne donc une inadéquation entre le marché de l'emploi d'une part et la formation académique qui ne correspondent plus aux enjeux de notre siècle. Je vais vous prendre un exemple simple. En 2010, le Cameroun comptait un médecin pour 10 000 habitants. C'est l'un des pays africains qui traverse une grave crise de ressources humaines dans le domaine de la santé. Mais chaque année, l'université de Yaoundé 1 admet, sur concours, en moyenne 140 étudiants en médecine générale. Tandis que la même université enregistre, tenez-vous bien, environ 2000 étudiants en langue, littérature et civilisation germanique. Pourquoi une université publique d'un pays qui a autant besoin de médecins préfère former 14 fois plus de spécialistes de langue allemande que de médecins? Où est la logique? Et je ne vous parle même pas du nombre d'étudiants formés en littérature française et anglaise. À quoi vont servir tous ces diplômés en langue étrangère alors même que les langues locales s'éteignent et que les jeunes Camerounais sont de plus en plus acculturés? Une langue, ce n'est pas juste un moyen d'échanger et de discuter. C'est aussi un système de pensée. C'est aussi une vision de la vie et une vision de l'environnement dans lequel nous sommes. Et donc, tout au long du cursus académique, on est en plus moulé dans le système de pensée des autres. Tenez, moi par exemple, j'ai fait toutes mes études secondaires et universitaires au Cameroun. Pourtant, de la seconde à la terminale,
Je faisais la série littéraire A4 espagnol. Sí, también hablo español, pero no puedo decir ni una simple frase en fufulde o bagante, dos de las más de 200 lenguas de Camerún. And I'm not even French, British or Spanish. Ish. Par contre, il ne dit pas que c'est mauvais d'enseigner les langues étrangères. Mais quand les 4 langues sur lesquelles votre système éducatif est basé sont toutes étrangères, là, il y a un gros souci. Le problème que ça pose, c'est quoi? C'est que, en fait, dans nos programmes éducatifs, il existe des notions qui nous poussent à préférer ce qui vient d'ailleurs. Je vais prendre un exemple. Vous allez voir des enfants qui sont à la maternelle, on va leur demander de colorier des fraises. On va leur demander de colorier la Tour Eiffel. On va leur demander de colorier les Champs-Élysées. En fait, de façon subliminale, on est en train de les pousser à aimer des choses qu'on ne retrouve pas chez eux. Et après, on s'étonnera de voir des jeunes qui, une fois sortis de l'école, rêvent non pas de rester et résoudre les problèmes de leur pays, mais plutôt d'aller travailler en Europe. L'auteur camerounais Prince Koumane Doumbé III les appelle des diplômés illettrés, ou comme même les appelait Claudel Nubissi, des jeunes qui souffrent de diplomite. Nous avons un système éducatif qui nous donne les diplômes, mais qui ne nous donne pas la connaissance. Parce qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils sortent de l'école, ils se vantent d'être docteurs en ceci, docteurs en cela, professeurs en ceci, mais lorsque vous discutez avec eux, vous vous rendez compte qu'ils manquent profondément de connaissances, ils manquent profondément de consistance intellectuelle. Et donc, finalement, on a des gens qui ont fait de longues études, mais dans des filières et des moules dont le système productif local n'a pas besoin. En Côte d'Ivoire, on note par exemple une offre de formation avec une surreprésentation de matières littéraires, alors que les sciences humaines ne correspondent ni aux besoins économiques, ni au secteur qui embauche. Et cela se manifeste sous plusieurs formes. La suréducation, la sous-compétence, la surcompétence et bien d'autres formes. On peut même mentionner la surqualification ou les déficits des compétences, les pénuries de compétences. Résultat, le système productif peine à recruter des compétences techniques et locales spécialisées, notamment dans le secteur industriel, ce qui a un impact direct sur le développement de projets et l'attraction des investissements. Or, les nouveaux diplômés espèrent tous travailler dans le secteur formel sur lequel est structurée l'économie, un secteur formel qui ne peut plus les embaucher. Le système productif crée insuffisamment d'emplois. 93,6% des emplois sont informels, donc finalement c'est 6,4% des emplois qui se retrouvent dans le secteur formel. Ce qui veut dire que le système productif et le système de formation ne s'adaptent pas à l'évolution rapide des technologies et des nouveaux métiers. Ils sont restés figés dans le passé. La technologie évolue beaucoup plus rapidement. Donc très souvent, à peine les jeunes finissent leur formation que les techniques de production ont évolué, ont changé. Donc à peine vous finissez votre formation, vous avez votre diplôme, vous êtes dépassé sur le marché. Votre formation est obsolète. Conséquence, ceux et celles qui ne trouvent pas d'emploi dans le secteur formel vont à leur tour se diriger vers le secteur informel ou aller à l'étranger. Et c'est justement ce que constatait le journaliste Benjamin Paul en 2017. Certains diplômés optent pour l'émigration, mais la majorité se tourne vers le système D. Entendez système débrouillardise. Ou alors ils se rabattent sur des emplois qui nécessitent un niveau de formation moins élevé. Ce qu'on appelait le déclassement ou la dévalorisation des diplômes. Pour des concours qui nécessitent le bac, vous verrez des jeunes qui ont le master ou la licence. Pour des concours qui nécessitent le BPC, vous verrez des jeunes qui viennent postuler à ce concours avec le bac et même des licences, des diplômes universitaires. Selon le professeur Kouakou, cela pousse ces jeunes diplômés vers la pauvreté laborieuse, c'est-à-dire les gens travaillent, mais ils ont des situations de vie quand même calamiteuses, ils ne sont pas assez épanouis, ils n'arrivent pas à vivre décemment du fruit de leur effort. Voilà, c'est la pauvreté multidimensionnelle. Et puis le tout, c'est l'accroissement de la vulnérabilité. On peut être pauvre, extrêmement pauvre, parce qu'on n'arrive pas à occuper un emploi de qualité. D'où la nécessité de décoloniser l'enseignement et de restructurer le système économique. Le CREMID propose également de mettre en place un observatoire des métiers de formation et de l'emploi, d'initier des stages obligatoires dans l'enseignement général, de créer des structures d'orientation professionnelle et d'aider à l'insertion. En 1992, lorsque le marché du travail a été libéralisé, il y avait des structures étatiques qui conduisaient et réalisaient des études de trajectoire professionnelle. Et ces études de trajectoire professionnelle permettaient de déceler les filières saturées, les filières pourvoyeuses d'emploi et puis les filières qui ne sont plus rentables. Claudel Nubissi, lui, pense qu'il faut aller encore plus loin.
Pour que les choses changent, nous devons avoir des personnes qui dirigent nos pays qui soient suffisamment courageuses. Courageuses dans le sens de prendre des décisions qui doivent permettre de pouvoir contribuer au développement de notre pays sur le plan économique, déjà en permettant aux citoyens de pouvoir créer de la richesse et en mettant sur pied un environnement qui permet à ces citoyens-là de créer la richesse de la manière la plus adéquate et la manière la plus conviviale. Ce qui, selon lui, passe par la réappropriation des cultures et de l'histoire africaine et la sensibilisation des générations post-indépendance. Il faut parler de l'entrepreneuriat, il faut parler du patriotisme, il faut parler de notre histoire. À force de le faire, ça va permettre de faire émerger une génération d'Africains qui comprennent les enjeux et qui travaillent au quotidien pour pouvoir apporter des solutions qui vont permettre de contribuer au développement du Cameroun, qui cette fois est juste notre quartier, et de l'Afrique qui représente notre réel pays. À quand la suppression des facultés caduques et inutiles? À quand l'école des métiers, qui servent mieux les besoins des sociétés africaines?